Chez Survivaliste du Sud. Salut à toi. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne et bonsoir à tout le monde. Donc. Merci de nous recevoir pour Feu de camp numéro 4. Donc, comme d'habitude, émission nomade, on essaye un petit peu de se diffuser à droite à gauche. Et donc ce soir, on a le plaisir de recevoir en plus avec nous Pascal. Salut Pascal. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors Alex, de quoi parle-t-on ce soir ? Eh bien ce soir on va parler de BAD urbaine, de résilience en milieu urbain, puisque c'est un peu une problématique très intéressante dans le milieu du survivalisme, dans le fait que malheureusement tout le monde n'habite pas en campagne, et on va voir les solutions possibles à développer en urbain. Est-ce que c'est possible d'avoir une BAD urbaine, et si comment ? Et ce qui est intéressant avec ce soir, avec Pascal et Michel, c'est que ils mettent en place des BAD urbaines, et ils vont pouvoir nous faire leur retour d'expérience et nous donner leur avis sur le sujet. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, je vous propose, si vous voulez, je peux lancer une patate chaude pour commencer là. Allez, feu. Avec un sujet un petit peu polémique, c'est est-ce que c'est vraiment possible de faire une BAD urbaine ? Parce que le concept de la BAD, donc de la base autonome durable, c'est clairement quelque chose qui doit s'inscrire à la base, on va dire, à la campagne. Et j'ai envie de dire, comment c'est possible ? Est-ce que c'est possible à la base de faire une BAD urbaine, on va dire, efficace ? Vas-y Pascal. Moi je pense que c'est possible. Après ça va être vachement limité. Pour une question déjà de place. En général, en urbain, on est beaucoup dans les appartements. Donc le volume des pièces limite le stock et beaucoup de choses. Mais c'est possible. Après, faut que les gens sachent leurs priorités. Bon, la première c'est l'eau, mais bon, on est quand même vachement confronté au problème de place, mais c'est largement possible en urbain de faire une BAD. Voilà. D'accord. Michel ? Et... Ouais. Ok, écoute, moi il faudrait définir un petit peu ce que tu appelles une BAD urbaine en fait, parce que c'est uniquement pour toi une BAD urbaine, c'est en ville, uniquement en ville ? C'est en milieu urbain, c'est-à-dire que... Vas-y, excuse-moi, vas-y. Pardon, vas-y. J'ai cru comprendre que Michel voulait que je précise le concept de BAD urbaine. C'est vrai que tu fais allusion au fait qu'en milieu urbain, il y a plusieurs couches. Il y a l'hypercentre, le centre, l'agglomération et la grande agglomération. C'est ça que tu veux dire ? Oui, parce que en fait, effectivement, moi, je suis semi-urbain, on va dire, c'est-à-dire que je suis proche d'une ville de 25 000 habitants, mais je suis dans un village de 2 000 habitants, tu vois. D'accord. Donc l'idée, c'est que je suis pas à la campagne qu'on pourrait être dans un département vraiment rural, avec des grands terrains, autour de chez moi, des grandes forêts, et puis beaucoup de réalité avec des fermes, des paysans, etc. Moi, aujourd'hui, c'est pas ma situation. Néanmoins, dans mon village, j'ai quand même des agriculteurs autour de chez moi. Bon, c'est pas un pays d'élevage, mais voilà. Donc, semi-urbain dans ce sens-là. On abordera peut-être le thème après, mais c'est aussi par rapport à la défense personnelle, etc. Enfin, tous les sujets qui concernent habituellement la BAD. Mon problème, en fait, moi, l'intérêt, c'est que je suis à proximité de la grande ville, sans problème, j'ai vraiment accès à tout, mais je suis disons, à 10 kilomètres, et en fait, ces 10 kilomètres-là m'isolent un petit peu, m'éloignent de toutes les turpitudes qu'on pourrait trouver dans un vrai centre urbain, et je bénéficie de proximité avec un peu de lien social avec des agriculteurs qui pourraient m'être utiles effectivement avec des échanges assez sympathiques. Voilà, en cas de problème, en cas d'effondrement de la normalité, qui me permettrait de me débrouiller. Voilà. D'accord. Donc, on pourrait aborder le sujet justement en prenant toutes ces couches, faire le tour à chaque fois. On peut commencer par exemple, qu'est-ce que vous pensez d'une BAD dans un appartement en hypercentre, entre guillemets, dans ce qu'on appelle les vieilles villes, c'est-à-dire les cœurs de ville, entre guillemets. Comment ça résonne en vous, Pascal ? T'en penses quoi ? Moi, je dis que tout est possible, que ce soit dans n'importe où, il y a toujours moyen de créer une BAD. Après, ça va poser des limites. Mais pour moi, tout est possible et tous les endroits sont possibles. Après, voilà, ça dépend de ses moyens. Selon toi, c'est plutôt jusqu'où on pourra aller en fonction d'où on est, quoi. Voilà, ouais, il faut que la BAD soit appropriée
je vais dire, la situation géographique. Mhm. Mais pour moi, tous les endroits sont possibles pour faire une base. Hein. De toute façon, le mec habitant en ville, par exemple, qui a un appartement de 30 mètres carrés, il pourra se faire sa petite bade ou sa micro-bade. Mais pour moi, tout est possible. Ok, vas-y Vic. Ok. Alors moi, ça me paraît assez complexe. Après, moi, je suis un peu concerné par cette question-là, comme je suis assez en ville en fait de mon côté, même si j'essaie d'avoir le maximum de compromis pour me permettre un petit peu plus de résilience que si j'étais dans un appartement, dans une tour, vraiment dans l'hypercentre, et effectivement que mes possibilités soient assez limitées. C'est vrai que si on repart vraiment du concept de base de ce qui est la base autonome durable, peut-être qu'il y a du monde qui nous écoute et qui voit à peu près ce que c'est, mais pas jusque dans le détail du concept. L'idée, c'est d'avoir un lieu de vie autonome et donc de manière durable, hein, comme son nom l'indique, mais donc que le lieu de vie soit autonome à la fois sur le plan de l'eau, sur le plan de l'alimentaire, sur le plan de l'énergie, donc en stockant ou en produisant de l'énergie, sur le plan de l'hygiène, de la santé, de la défense, du lien social, avec en plus une base de connaissances qu'on va pouvoir préserver de notre côté. Donc énormément de champs d'action. Et effectivement, être vraiment en ville avec peu d'espace, appartement, micro-appartement, en haut d'une tour, on se prive de tout ce qui peut être intéressant sur le plan de la terre et de la production. Et on est beaucoup plus contraint. Effectivement, on est limité à devoir essayer de trouver des solutions un petit peu palliatives. Et de fait, moi, je trouve très intéressant, par exemple, la démarche que vous avez tous les deux et qu'on retrouve également chez Ergos, que j'ai vu dans le chat. C'est effectivement le choix du pavillon avec jardin. Qui a l'intérêt donc d'être assez proche de la ville quand même, mais également assez proche de la campagne, et qui permet d'avoir suffisamment d'espace pour un petit peu plus d'autonomie, un petit peu plus de résilience. Donc effectivement, c'était intéressant de distinguer un petit peu les deux entre le centre-ville et vraiment la maison plus autonome, un petit peu plus décalée du centre-ville, avec un petit peu plus de place pour tout ça. Donc voilà, pas mal de notions. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté entre. Vas-y Michel. Eh ben, je suis un peu d'accord avec toi, Vic. Je pense que c'est un peu compliqué l'ultra-urbain, en fait, l'hypercentre. C'est pour ça, en fait, je pense que le terme bad s'appliquait vraiment à quelque chose d'extérieur, justement, un peu à la ville. Je pense que c'était un peu l'idée de départ. Ouais. Et, dans un appartement, on peut, je pense que ça peut être une zone de refuge qui peut durer 3, 4, 5, 6 semaines, 8 semaines. Bon, disons 3, 4 mois peut-être au maximum. Mais effectivement, on va très vite atteindre les limites. Et ces limites-là, c'est la surface de stockage, puisque tu peux rien produire, tu peux pas récupérer grand-chose. Donc c'est vrai que ça risque d'être vachement compliqué quand même. Donc on est plus sur un type de logement qui permet de la résilience, mais à court ou moyen terme, c'est ça? Ouais, voilà, ça sera un laps de temps assez réduit. En fait, tu as des réserves que tu vas consommer et tu vas avoir aucune capacité à les renouveler, en fait. Alors, à moins d'avoir un duplex sur le toit avec une terrasse de 50 mètres carrés, ça existe, hein, 100 mètres carrés. Et puis, comme tu avais fait, je crois, dans une de tes vidéos, Vic, planter des graines, faire pousser des choses, récupérer l'eau de pluie. Mais pour les appartements un peu traditionnels, ça risque d'être chaud. En fait, on est d'accord pour dire qu'un appartement en centre-ville, de par, soit parce qu'on est obligé par son travail, qu'on est obligé parce qu'on est encore un peu étudiant, tout ça, on peut encaisser, on va dire, un petit choc, mais pas de moyen long terme. C'est ça que vous voulez dire? Ouais, tout à fait. D'accord. Et après, il y a le terme aussi, en fonction de la rupture de la normalité, l'aspect sécuritaire. Dans ville, il y aura beaucoup plus de menaces s'il y a des troubles sociétaux, si les gens sont dehors, tout ça. Je parle pas de fin du monde type il faut manger, mais rien que dès qu'il y a des désordres, des pillages, etc. Si on habite avec des magasins, par exemple au rez-de-chaussée, dans les grandes villes, ça se voit souvent ça. Ça, c'est clair que rien que par rapport à l'exposition au risque en centre-ville, on est beaucoup plus. Autant on peut avoir des petites réserves, comme vous avez dit, pour un premier choc. Autant à l'exposition au risque pour certains scénarios, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu es un peu plus isolé ou quand tu es bien entouré de voisins que tu connais.
Disons que la fonction, le lien social, donc encore une fois, moi je suis pas non plus à la campagne, hein, semi-urbain, je répète, mais c'est vrai que tu as des gens autour, tu participes un petit peu. Moi je suis chasseur comme tout le monde le sait, donc ça te permet une intégration assez rapide aussi avec les gens qui t'entourent. Donc évidemment la ruralité, la chasse, ça englobe aussi les agriculteurs, les gens qui connaissent bien le terroir et le territoire. Donc ça a un intérêt assez important et je pense que il y aurait une entraide en cas de problème, il y aurait une entraide assez importante interne à ce site et il y aurait aussi sans doute, s'il fallait le faire, la possibilité de défendre ce site ou le clan cher à Alex. Voilà, ça ferait un clan assez sympa, assez important, mais avec peut-être des capacités de production, des moyens de se défendre. C'est de l'eau aussi, accès à l'eau. Ça serait quand même effectivement assez intéressant, je pense. Ok. Vic À sec. Moi, j'allais proposer éventuellement de redonner la parole à Pascal. Oh putain, Ouais, j'allais proposer de redonner un petit peu la parole à Pascal, comme on parle beaucoup de notre côté depuis tout à l'heure, par rapport à ces questions-là. Moi, quand j'écoute Michel, je vais dire, je peux me comparer à Michel. Hein. T'as vu où j'habite, Vic, hein, t'es venu à la maison. C'est pareil, je suis à une dizaine de kilomètres d'Angoulême. C'est proche d'Angoulême et la nature à côté. Après, c'est vrai que c'est très limité en appartement. Hein. Ça, je peux pas nier. Et puis le stockage, arrivé à un moment, il y aura plus de stock. Mais c'est vrai que c'est compliqué en ville, mais plus les menaces, plus présentes, comme tu disais, Alex. C'est très compliqué en ville, mais le principe pour moi de la BAD peut se faire en ville, malgré les peu de moyens. Hein. Après, c'est là que je pense qu'il faut arriver à un moment, analyser la situation et savoir partir au bon moment. C'est ça aussi. Hein. Ouais, il y a un aspect de toute façon, que tu sois en campagne ou en ville, et en fonction du scénario, il se peut que de toute façon tu doives décider de bouger juste pour te mettre hors zone de danger. Et voilà, c'est là qu'il faut trouver, avoir le bon analyse de la situation, qu'on soit en ville ou en extra-urbain comme moi ou comme Michel. C'est là à un moment, malgré toute notre préparation, je pense qu'arrivé à un moment, il faudra peut-être savoir partir, mais il faut prendre la bonne décision parce que moi, je veux dire, j'ai pas d'enfants, donc si je me taille avec ma femme, ça va être pas trop compliqué, mais les gens qui ont des enfants, là, c'est des autres analyses de risque qu'il faut prendre en compte. Mais moi, je pense qu'à un moment, il faut savoir se dire, il est temps de se barrer, toi. Ouais, c'est vrai que dans les deux cas, qu'on soit à la ville ou à la campagne, s'il y a besoin d'évacuer et qu'il n'y a pas de préparation de ce côté-là, c'est vrai que c'est un point intéressant. Ouais. L'évacuation, c'est problématique dans le sens où tu lâches tout derrière, quoi. Et tu sais pas dans quel état tu vas le retrouver. Oui, parce que l'objectif, c'est de s'enraciner quand même. Ouais. Donc, si tu veux développer des process, des procédures un peu intéressantes dans les réserves et la production alimentaire, c'est clair que quand on a une BAD comme moi j'ai ou comme Pascal a, pour que je me casse, faudrait vraiment qu'il y ait un vrai gros problème parce que j'ai tout, j'ai mes matériels, j'ai mes outils et c'est vrai que de se barrer, ça serait vraiment une grosse catastrophe, quoi. Donc ça sera le dernier recours. Et peut-être on n'aura pas le choix, mais l'objectif c'est de s'enraciner quand même. Hein. Oui, l'évacuation reste un dernier choix. Ouais. D'où la stratégie de beaucoup, quitte à vivre en ville et à en voir les inconvénients, le choix peut être aussi de pas du tout développer de BAD urbaine et de préférer développer à côté, loin de la ville, un terrain, une résidence secondaire, une maison de famille qui, elle, jouera le rôle de BAD s'il y a besoin de quitter la ville. C'est une stratégie qu'on entend souvent, qu'on voit souvent, où les deux cohabitent, avec le logement en ville d'un côté, qui est le logement de tous les jours, et la BAD bien dissociée du lieu de vie principal. C'est possible, sous réserve d'avoir quand même pas mal de moyens. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Oui, à moins de s'organiser avec la famille, par exemple. Oui, avoir une maison familiale à la campagne, mais
Mais oui, ça fait beaucoup de doublons. Bon, Ouais. après, il faudra avoir effectivement, alors de ce côté-ci, une, un process de développement au niveau clanique, pour le coup, avec le partage des tâches et puis le partage aussi des revenus pour pouvoir effectivement faire l'ensemble et accéder à un niveau supérieur avec plusieurs revenus du clan. Bah, ça s'appelle un kolkhoz. Non, putain. Et c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu. Vas-y. Qui ça, moi? Qui voulait prendre la parole à l'instant? Bonne question. Bonne question. Moi, je sais pas, j'ai eu une coupure à un moment, je dis putain merde, je suis déconnecté. Ah, sans transition. Donc oui, ça dépend des moyens, parce que bien sûr que je pense que sur la théorie, vu qu'on doit garder un pied entre guillemets dans la matrice pour le travail et un autre pied à l'extérieur pour la résilience et aller vers un style de vie plus indépendant, c'est sympa de pouvoir continuer à aller en semaine en ville pour les enfants à l'école et faire son travail, et le week-end ou pendant les vacances de entre guillemets se retirer dans sa maison de campagne à condition d'en avoir les moyens. Après, je pense que si on cherche bien, il y a des choses pas trop chères en campagne, il faut pas viser trop gros, on va dire. Mais ça demande dans tous les cas, c'est vrai, quelqu'un qui gagne le SMIC en centre-ville, il pourra difficilement viser quelque chose de très gros, voire viser un deuxième logement, puisque c'est des frais en plus au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, complètement, hein. C'est sûr que, comme tu dis, quelqu'un qui a le SMIC et qui travaille en centre-ville, c'est hyper compliqué. Moi, j'aimerais rajouter un paramètre, c'est l'âge. Parce que moi, je suis sans doute le plus vieux du petit groupe de ce soir. Et j'ai une problématique qui est un petit peu différente parce que, enfin, différente. J'ai pas les mêmes problèmes parce que moi, j'ai plus d'enfants. J'ai plus d'enfants à charge, de petits. Donc, en fait, j'ai roulé un peu ma bosse. J'ai un petit peu plus de moyens qu'un jeune qui démarre dans la vie. Donc la problématique n'est pas tout à fait la même en fait. On parle toujours dans les survivalistes, dans le survivalisme. Bon, il y a souvent des jeunes hommes virils et surmotivés et surmusclés Si, pour, genre. pour faire du bushcraft et aller couper du bois dans la forêt. Mais quand on est un jeune et qu'on a une famille avec des enfants en bas âge, ça sera hyper compliqué. Il faudra l'intégrer, ça quand même un petit peu. Et puis, bah voilà, moi, ma problématique, moi, je vais avoir 55 ans bientôt, donc elle n'est pas tout à fait la même. J'ai pas la même forme physique, mais j'ai peut-être un petit peu plus de moyens. Puis j'ai peut-être effectivement des moyens familiaux qui sont un petit peu différents. Enfin bref, donc il faut mettre ça en perspective aussi et vérifier que on a peut-être des possibilités qui sont différentes. Je ferai certainement une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Là, j'avais lancé une série, le survivalisme pour les nuls, qui me fait toujours bien rire. Mais je parlerai de ça parce qu'on a beaucoup de jeunes, hein, Vic et Alex, vous êtes des jeunes. Voilà. Mais bon, voilà, on en reparlera, mais je pense que c'est un paramètre qui est un petit peu ignoré en ce moment. Et je vais y réfléchir pour faire quelque chose d'intéressant, on en reparlera. Voilà. Ok. Pascal, tu vas ajouter quelque chose? Non, moi je maintiens hein, qu'arrivé à un moment, il faudra, comme tu disais, le survivaliste Michel, tu disais que tu crées un patrimoine, un machin, et que c'est très difficile à quitter, c'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense que le premier truc qui te fera te barrer, c'est ta famille. Hein. À un moment, tu vas te dire, si on se barre pas, c'est la famille qui périt. Mais tu vois, moi, j'ai une maison, pour moi, c'est un refuge pour ma famille aussi, parce que moi, j'ai des grands enfants et je considère un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens d'établir ce genre de développement de survivaliste. Donc, si tu veux, moi, mes enfants, aujourd'hui, savent que s'il y a une grosse merde, c'est rapatriement à la maison du père. Et ici, j'ai des outils, j'ai de quoi faire, j'ai un peu de jardin. Toi, c'est ça l'idée, c'est que c'est un refuge familial, clanique, pour pas le dire.
Voilà. Et puis, si effectivement il faut héberger peut-être quelques personnes de la famille, bah ça se fera comme ça. Voilà, c'est un refuge en fait aujourd'hui. Voilà. Après, s'il faut partir, bah ouais, écoute, on partira, tant pis. Mais voilà, aujourd'hui, je suis quand même équipé pour héberger plusieurs personnes et les gens de ma famille sans problème. D'accord, tu fais un peu le point de chute, de l'évacuation des autres gens de ton clan, de tes enfants, tout ça, si jamais ils devaient bouger de la ville. Bien sûr, parce que eux ont pas les moyens de le faire. Mhm. Et puis, vous êtes bien placé pour le savoir, mais quand on parle de survivalisme dans la famille et dans les groupes, quand on pose la question de la préparation des autres, ils disent, ben nous, on s'en fout, mais on sait qu'on viendra chez toi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Classique. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ouais, ouais, ça c'est. Je vois. Ouais, donc c'est intéressant Mhm. parce qu'on trouve effectivement les deux aspects. D'un côté, voilà, ceux qui ont un petit peu plus la batte de monter et qui pensent être le refuge, et puis de l'autre côté, voilà, les enfants plus Cotisé jeunes, comme un connard. voilà, les jeunes à la ville qui, en cas de problème, s'ils sont obligés de quitter la ville, ont un point de chute vers lequel aller. Là, c'est effectivement, on retrouve les deux approches. Mm. Effectivement, les deux. Tout dépend de, comme d'hab, hein, comme on dit à chaque fois, de qui on est, de ce qu'on fait, des D'où moyens on est. qu'on a, de son âge, d'où on est, Et là, et on de voit l'événement. que, Surtout. là, on voit que les générations se complètent. C'est-à-dire que, par exemple, Michel met à disposition ses avantages de vie parce que il est plus avancé, donc il a plus de capital, il a une maison plus confortable, qu'on va dire, que ses enfants ou des gens de notre génération qui sont en train de se construire, autant que faire se peut. Mm. Et justement, et en échange, ces enfants pourraient mettre, ou des gens plus jeunes qui l'hébergeraient, mettraient leurs bras, leur force physique et leur capacité de défense à contribution. Tu vois, on voit un peu. Exactement. Hmm. Exactement. C'est tout à fait ce que j'allais dire. C'est que effectivement, c'est un échange. Et moi, j'aime bien penser à l'ancienne cellule familiale avec les grands-parents qui éduquaient les enfants sur des valeurs Mm. de base des plus importantes, et puis les actifs, les parents de ces enfants qui allaient bosser, etc. Et il y avait un foyer, il y avait des gens qui étaient là, il y avait les enfants qui étaient gardés, qui étaient éduqués avec des valeurs. Enfin, je trouve ça vraiment un système vraiment génial, donc qui a perduré pendant plusieurs peut-être siècles d'ailleurs. Donc c'est peut-être l'avenir du survivalisme, il va peut-être passer par là, puisque de toute façon les retraites partent en sucette, la sécu, bon voilà, on ne sait pas où mettre nos anciens. Je pense que l'avenir, la solution va peut-être passer par là, c'est qu'effectivement un retour un petit peu à cette société, une grande maison familiale avec toutes les générations mélangées, et tout le monde apprend les uns des autres, et puis profite du savoir de chacun. Je trouve que c'est finalement peut-être la solution finale. Voilà. Là, Mm. attention avec la solution finale. La structure, Autant pour moi. la Autant stru- pour moi. tu parles de structure On familiale va se faire organique. suicider le live encore. Ouais, c'est toi. Pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, tu veux dire un retour à pencher. Alors après, aujourd'hui, c'est un peu à contre-courant, mais que la situation économique et sociétale aille de plus en plus dans un sens où ça devient intéressant d'un peu retrouver la structure familiale organique, naturelle, traditionnelle, quoi. Bah, complètement, parce que c'est un échange de moyens. Tu as la force physique, comme tu le disais pour mes fils, par exemple. Mhm. Tu as un petit peu plus de moyens, de capitaux, enfin, ou d'outils, ne serait-ce que d'outils, hein, effectivement, on parle pas que d'argent. Tu as l'expérience. Les temps sont pas les mêmes. Quand tu es jeune, tu peux aller bosser, porter des cailloux, etc. Quand les anciens faisaient souvent le potager dans les familles, et puis l'ancien avait l'expérience, effectivement, savait faire pousser des légumes et tout, parce que ça, tu l'apprends pas à l'école. Donc, c'est effectivement c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Et moi, j'aimais bien aussi le petit côté, les grands-parents donnent des valeurs aux jeunes enfants, à leurs petits-enfants. Oui. Et j'aime bien cette idée-là, en fait, voilà, de transmettre des choses. Parce que les parents ont pas le temps, en fait. Aujourd'hui, ça c'est toujours vrai. Il faut qu'on bosse tous, hein, malheureusement. Mhm. Mais voilà, des gens qui ont plus le temps d'écouter aussi. Voilà, je trouve ça vraiment. Je pense que c'est vraiment une excellente solution. Oui, puis que ce maillon générationnel, en fait, aujourd'hui, se perd et est peut-être un des facteurs du fait que les Mm. relations intergénérationnelles se dégradent, qu'il y a moins de continuité, tout ça, et que les jeunes générations, on va dire y compris nous, hein, Vic, moi, par rapport à Pascal et Michel, on est un peu plus influencé par la télé que les parents, on va dire, ou que les grands-parents, parce qu'on est tout simplement
pas exposé autant que vous l'avez été, et puis il y a aussi un bond technologique qui a été fait, quoi. Ouais, mais on parle de lien social, mais le lien générationnel, il me paraît super important. On voit bien que, on a vu encore, je crois que c'est aujourd'hui, où il y a un enfant, malheureusement, des bagarres de rue, etc. Enfin bon, c'est lamentable, quoi. Peut-être que dans le cadre d'une situation où on aurait une génération un peu au-dessus qui a le temps d'apprendre des choses et d'écouter aussi, Mhm. je pense qu'effectivement, on serait pas sur le même résultat sociétal aujourd'hui. Ouais. Bon, Vic, tu veux rebondir là-dessus? Rebondir, non, dans l'ensemble, je suis assez d'accord. Moi, je pensais à quelque chose tout à l'heure. Ça fait un petit moment déjà quand on parlait un petit peu de vivre à la campagne, mais pas trop loin de la ville, etc. Ça me faisait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, on retrouve bien souvent, je sais pas ce que vous allez en penser. En fait, malgré un mode de vie, malgré un lieu de vie à la campagne, ou en tout cas proche de la campagne, en fait, un mode de vie urbain généralisé à l'ensemble de la population, en fait, c'est-à-dire un mode de vie urbain dans dans les sources d'approvisionnement alimentaire, par exemple, avec pas forcément, même en étant à la campagne, pas forcément de potager, pas forcément de stock, pas forcément de bocaux, etc. Comme avaient les anciens à la campagne, mais un mode de vie finalement comme les urbains, c'est-à-dire avec le supermarché et un fonctionnement à flux tendu. Malgré qu'on soit à la campagne. Donc, je sais pas quel regard vous portez là-dessus. Après, on peut être à la campagne, enfin, sans être. Pour faire un peu l'avocat du diable, aujourd'hui, Ouais. la plupart des gens qui vivent à la campagne, ils vivent dans un luxe, on va dire, de ville, voire pire des fois, ils se mettent à la campagne pour encore plus Ah oui, voilà. s'étaler au niveau de plus de voitures, parce qu'il y a plus de place, tu vois, plus de grands écrans, Oui, plus de il y a place, ça plus aussi. de chambres, plus de meubles Ikea, tu vois. Il y a beaucoup C'est un ça, confort hein. de vie, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est. Je pense aujourd'hui, parce que nous on parle de la campagne avec notre point de vue survivaliste, entre guillemets, Ouais, mais je pense qu'aujourd'hui une bonne partie, justement plutôt des jeunes générations par rapport à Michel et Pascal, on va dire, qui viennent à la campagne, viennent pour un style de vie supérieur et donc pas forcément plus de résilience, mais mieux profiter du système en fait, au final, mieux consommer. Ah oui, avec plus de place pour Voilà. un petit peu tout, quoi. Tu sais, ils viennent Ouais. pas pour le potager, ils viennent parce que c'est moins cher, c'est plus tranquille, il y a moins de problèmes de sécurité et puis l'air est beau quoi. Tu vois. Ouais, c'est Ouais, surtout ça. c'est clair. C'est clair que le développement. Mais à une époque, moi, j'ai pas toujours été survivaliste. Et c'est vrai que on voulait quoi? On voulait une maison un peu au calme, un peu d'herbe pour que les enfants puissent jouer au foot, voilà, faire un barbecue de temps en temps. Après, effectivement, la prise de conscience quand elle arrive, si t'as déjà ça, bah c'est super parce que Ouais. il y a, t'as l'essentiel en fait. Après, effectivement, c'est une volonté. Et puis l'appliquer, l'expérience que tu vas accumuler. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la position de moi et Pascal, sauf qu'ils n'ont pas encore pris la pilule bleue ou la pilule rouge, je sais plus, et que effectivement, mais ils ont ce qu'il faut en fait. Voilà. Donc c'est intéressant de comment dire que ces gens-là, on arrive à leur faire comprendre que ils ont déjà l'essentiel et que avec un peu de volonté et puis un peu de travailler, un peu d'expérience, et ben on peut arriver à un résultat intéressant et oublier le gros 4x4, les grandes télés, etc. Et puis participer un petit peu plus de choses. Mais mon âge à moi, vous verrez les gars, après les 40 ans, vous avez un petit retour, une réflexion sur soi, on commence à se retourner, à regarder derrière ce qu'on a fait et puis se poser les bonnes questions quoi. Souvent à 40-45 ans, on a les bonnes questions déjà. Voilà. Ouais, tu veux dire qu'il y a des seuils genre 25, 40, 60 où c'est des âges qu'il faut réfléchir. Bah, en fait, si tu veux, après, à 40-45 ans, effectivement, quand t'as eu tes enfants, t'as eu une vie, etc., tu te dis, bon, bah, maintenant, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, les évolutions bio-écolo dans la bouffe aujourd'hui, où on regarde ce qu'on mange, on fait du sport, etc., ben, ça en fait partie. Voilà, c'est-à-dire, on cherche du bien-être, du mieux-être, en fait, aussi. Hein, peut-être moins de viande mais de meilleure qualité, plutôt manger ses légumes que les légumes du supermarché. Voilà, mais c'est un mûrissement en fait. Voilà, je pense que c'est un mûrissement réel. D'accord. Mm. Donc je vous propose de nous recentrer un petit peu sur le sujet de la bade urbaine. Euh, au Oui. niveau de l'énergie,
l'énergie, donc je parle bien sûr du solaire et donc de tout ce qui est électricité, accès à l'eau. Comment vous vous êtes organisé en ce qui vous concerne? Donc on a compris que vous étiez dans du semi-urbain, vous n'étiez pas totalement dans la campagne perdue, mais pas totalement en centre-ville non plus. Je Mhm. pense que les gens voient à peu près dans quel type de zone vous habitez. Et donc, on a fatalement des limites parce que notre cher État aime bien tout réglementer jusqu'à la couleur de nos volets et la taille des toilettes. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qu'est-ce que vous pouvez mettre en place concrètement au niveau énergétique avec un vrai impact pour, par exemple, avoir un début d'autonomie en électricité et accès à de l'eau potable? Pascal? Bah moi, lui qui pourra confirmer ce qui est venu à la maison, je pense que pour l'eau, moi j'ai mis en place un système de récupérateur d'eau Mhm. pour être complètement, je veux dire, autonome en eau en cas de rupture de la normalité. Alors, il y a rien de secret d'État. Je dois avoir plus de 3000 litres d'eau en eau de pluie en permanence. D'accord, donc c'est une Donc, citerne enterrée? bon. Non, non, c'est des bacs de récupérateur. J'en ai 2000 et 4 de 300. Donc, bon, c'est un peu chiant, il faut les remplir de temps en temps, mais pour l'eau, j'ai pas de problème avec l'eau. Après, pour tout ce qui est énergie, moi, pour l'instant, j'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison. Si vraiment en cas de rupture de la normalité, je trouverais bien un système pour produire mon propre courant. Après, c'est vrai que pour l'énergie, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, je pense. Au niveau de tes panneaux solaires avec une alimentation électrique, est-ce que, on va dire, dès aujourd'hui, sans attendre la rupture de la normalité, par exemple, tu arrives à alléger ta facture d'électricité en ayant mis ce type de système chez toi? Indirectement, oui, parce que si je vois ce que me rapportent mes panneaux à l'année, je paye largement ma facture d'électricité annuelle, si tu veux. D'accord. Ah, donc c'est intéressant sans attendre la fin du monde, entre guillemets, et ça c'est intéressant. Voilà, moi, je sais que mes panneaux me produisent tant par an. En moyenne, c'est à peu près, ouais, c'est toujours à peu près la même somme. Je sais que ça couvre largement ma production, ce que je coûte en électricité pour ma maison par an, et je peux même payer une ou deux taxes en plus sans que ça me mette dans la difficulté. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir les panneaux sur le toit qui me rapportent de l'argent. Ah, bah c'est Voilà. bien. Donc ça fait partie des solutions intéressantes. Vous imaginez, vous, si on paye pas nos taxes, on est mis dans une cage, comme des animaux qu'on la rage. Michel? Michel, pour toi? Bonne- Alors, l'eau et l'électricité, c'est juste les deux sujets les plus importants et puis les plus difficiles aussi à mettre en place. Ouais. Moi, pour l'eau, aujourd'hui, j'ai une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée. Qu'il faut que je bricole encore, je suis pas satisfait à 100%, mais bon, c'est déjà une solution. Et puis, je suis dans un secteur où on a beaucoup d'eau, beaucoup de petites rivières, etc. Donc, pour l'instant, j'en suis là. J'ai acheté des bidons que je peux aller remplir assez facilement, pas très loin de chez moi. Donc, concernant l'eau, pour l'instant, j'en suis là. J'en stocke un peu, bien entendu. Concernant l'électricité, je suis en recherche de solutions, en fait, parce que jusqu'à présent, alors l'EDF a bien changé son fusil d'épaule, puisqu'avant, il était interdit d'autoconsommer. Hein. Je vous rappelle quand même que c'était vraiment interdit, Oui. que depuis quelques temps, effectivement, maintenant, on peut le faire. Donc, ça, cette solution-là me plaît beaucoup, parce que les panneaux, enfin, revendre l'élect, ça me parlait pas trop, puis il y a eu beaucoup d'histoires de malfaçon, donc je voulais pas abîmer ma maison. Oui. Mais maintenant, je suis un petit peu à l'affût de. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est rentré dans ce secteur d'activité, donc j'attends qu'elle augmente ses compétences pour qu'on puisse échanger, pour trouver une solution, pour m'alimenter moi-même, effectivement, en partie au moins. Mais c'est aussi quelque chose qui est assez coûteux. Hein. Donc voilà, je veux pas faire d'erreur. S'il y a des gens d'ailleurs qui nous entendent et qui ont des solutions intéressantes et des vraies compétences à ce sujet-là, ça m'intéresse. Oui, je Voilà. rebondis sur ce que tu dis sur le fait qu'il y avait pas mal de malfaçons et c'est vrai que dans ce domaine d'énergie renouvelable, à cause des subventions qui sont octroyées aux entreprises et tout, il y a eu pas mal d'arnaques apparemment dans ce domaine.
Ouais. Dans le Et- sud, il y a une entreprise qui a planté 300 ou 400 familles. Moi, j'ai des amis qui se sont fait planter avec des infiltrations d'eau dans la maison, les assurances qui veulent pas bouger, des problèmes de garantie décennale. C'est juste l'enfer, en fait. Donc, il faut vraiment essayer de trouver. Là, je crois que pour le coup, c'est pas AliExpress qu'il faut appeler, effectivement. Je crois qu'il faut vraiment mettre mettre les moyens pour avoir quelque chose qui tienne et qui soit fiable. En plus, je dirais qu'en dehors du phénomène de la rupture de la normalité, comme disait Pascal tout à l'heure, là, on va pas générer de l'argent, mais on va générer des économies. Donc, qui dit économie, dit augmentation de pouvoir d'achat pour améliorer encore un peu plus sa préparation. Donc, c'est parfait, quoi. Donc, c'est un système qui peut s'appliquer tout de suite et dont on pourra totalement bénéficier, bien entendu, en cas de problème. D'accord. Vic? Bah, attends, c'est quoi la question de mon côté? Non, on a fait le tour, ils nous ont présenté pour les solutions énergétiques. Et je voulais Oui. simplement savoir si tu avais quelque chose à ajouter ou demander. À ajouter, bah, c'est vrai que l'eau et l'électricité, c'est vraiment peut-être le plus galère et le plus coûteux à mettre en place avec d'autres champs d'action. Sur tout ce qui est connaissance, en plus c'est assez compliqué quand même. Quand on débarque là-dedans, qu'on connaît pas du tout tout ce qui est énergie, photovoltaïque ou autre, démarrer là-dedans, ça paraît assez compliqué. Bon, c'est vrai qu'il faut le budget et tout ça. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite pub pour la chaîne de Laurent Colas pour tout ce qui est photovoltaïque. Il y a très peu de monde qui le suit, mais c'est super intéressant sur tout ce qui est photovoltaïque justement et débuter là-dedans. Je vous invite à aller voir un petit peu ce qu'il fait lui de son côté. Donc voilà. Après moi de mon côté, sur le plan de l'énergie, je ne produis pas actuellement. J'essaie juste d'avoir des systèmes alternatifs plus résilients que le système du réseau. Donc à chaque fois que des plans B en fait, aussi bien pour la cuisson que pour l'éclairage, que pour le chauffage, etc. Comme actuellement, je peux pas forcément mettre en place de système autonome de mon côté, et pareil pour la flotte. Je peux pas pour l'instant avoir de puits ou même des récupérateurs. Je vais essayer de bidouiller tout ça, mais c'est un petit peu précaire. Donc même système, hein, le plan B, le stockage, la préparation. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le système de chauffage aussi. Oui. Oui. Effectivement, Vic en a parlé, mais moi, alors je suis depuis longtemps cheminée, foyer fermé, etc. Poêle à bois, c'est fantastique. Aujourd'hui, moi, je me chauffe, j'ai un chauffage électrique au sol, mais j'ai un poêle à bois que j'utilise le plus possible. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça vaut pas cher, ça marche super bien. Oui. Moi, j'encourage vraiment tout le monde, en semi-urbain, en villa, en maison, ce que vous voulez. Pitié, pitié, mettez un poêle. Le poêle, je trouve, c'est même presque plus efficace que le foyer fermé, et j'ai eu les deux. Mais vraiment, ça vaut pas très cher. Allez, pour 1500 balles, vous en avez quelque chose qui tient la route en fonte. Et franchement, j'ai eu à subir, moi, 4 jours dans le sud, je le raconte souvent, mais c'était vraiment quelque chose d'assez impensable. À côté d'Avignon, avec 4 jours, avec 1 mètre de neige et sans électricité. J'ai survécu grâce à ma cheminée, quoi. J'avais rien. Ce qui m'a fait basculer dans le survivalisme, d'ailleurs, j'avais même pas un réchaud à gaz, j'avais que dalle, quoi. Donc, et pendant 4 jours, on aurait pu se blesser gravement et on serait mort dans notre maison, quoi. Je veux dire. Donc, vraiment, le poêle, le chauffage, pensez-y, c'est super important, c'est facile. Aujourd'hui, toutes les maisons ont obligatoirement quasiment une cheminée sur le toit. Et pensez-y très, très, très sérieusement. Ouais, c'est très important. Ok, bah merci pour cette précision, comme ça nous fait faire le tour complet de la problématique énergie. Et je voulais aborder la problématique de la défense pour les bades urbaines. Quelle est votre stratégie Alors vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler bien sûr, mais globalement, comment vous abordez l'aspect défense du domicile, donc pour les intrusions bien sûr, et l'aspect prévention, on va dire, des vols, des intrusions, etc. en bade urbaine? Pascal peut-être? Oui, c'est ce que j'allais proposer. Ouais. En bas d'urbaine ou par rapport à mon domicile? Bah, Pour le cas l'exemple du pavillon, par exemple, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un système c'est un lieu de vie qui est quand même très ouvert à 360 degrés par rapport à l'appartement qui a simplement la porte d'entrée, par exemple. Et dis les choses légales, ne parle pas des mines antipersonnelles que t'as mises et tout. Les cléments. Ça va me suivre, ça va me suivre, ça. Mais c'est mon passé de militaire, ça. Oui, vas-y, on t'écoute. Non, mais
Non, mais moi, sur tout ce qui est défense du domicile, j'avais fait un jour une petite vidéo là-dessus, un peu vidéo coup de gueule, en disant que c'est facile de tirer sur quelqu'un qui vient s'en prendre à son domicile. Je dis bien qu'il vient s'en prendre à son domicile, donc c'est bien. Hein, mais moi, je pense avant tout la première chose que moi j'ai mis en place, c'est des barrières. Les barrières autour de notre domicile. Alors la barrière la plus simple, hein, c'est le truc qui est con, c'est un portail ou une barrière, un truc comme ça, pour pas que l'accès à la propriété soit libre. Moi, je peux pas trop parler de ma défense du domicile, hein, malgré que Vic en a vu une partie. Mais je pense que le plus important, c'est de mettre des barrières. Plus on pourra détecter un problème rapidement, plus on pourra prendre la meilleure décision la situation et éviter de partir avec des pinces argentées pour 30 ans. Parce que le truc qui se passe, c'est que sur peut-être un coup de colère ou un truc comme ça, on peut regretter un geste qui peut tout briser, hein, sa famille et tout ça. Donc moi, je trouve ce qui est super important, c'est bien analyser la situation. Donc plus les barrières elles tombent, hein, mieux on arrive à prendre la décision. Et parce que c'est super important. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires dans ma vidéo sur les gens où ils me disaient ouais, on vient voler chez moi, on n'a pas le droit. Là, je suis d'accord, hein, je comprends les gens qui disent ça. Mais retirer de la vie à quelqu'un, déjà, c'est très compliqué. Quelle que soit la situation, c'est très compliqué de retirer la vie à quelqu'un. Et après, il faut en payer les pots cassés. Hein. Donc, moi, j'entends beaucoup de gens dire, c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'entends beaucoup de gens me dire, moi, je tire sur tout le monde, j'allume, machin. Ouais, ça, tout le monde peut le faire. Mais quand on retire la vie à quelqu'un, il faut en prendre toutes les conséquences derrière. Après, en majeure partie, je dis ça, c'est dans la défense des biens. Dans la défense des personnes, hein, de sa vie, de son épouse, de ses enfants. Après, je dirais, chacun pour soi et Dieu pour tous. Après, on assume ce qu'on fait. Hein. Moi, je sais que personnellement, si je dois défendre ma vie ou celle de mon épouse, je pense que j'assumerai mes actes. Hein. À un moment, voilà. Mais attention à la défense du domicile, c'est un sujet qui est super sérieux, qui est super grave. Et moi, je pense que les gens ils doivent bien réfléchir avant de tirer. Moi, j'ai encore, si un jour je dois tirer sur quelqu'un, je ne le souhaite pas, je ne l'ai pas fait en tant que militaire, malgré des situations très dangereuses. Mais moi, je dis que c'est super important et de prendre la bonne décision au bon moment. C'est ça l'analyse du problème, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. C'est pour ça que pour éviter vraiment cette extrémité-là, tu t'es vraiment axé sur la protection, la surveillance, donner des zones et des barrières à passer pour vraiment ne jamais arriver à cette Voilà, pour retarder l'échéance ultime, il y a des barrières. T'as vu chez moi, hein, donc t'as bien vu que j'ai mis en place beaucoup de la prévention pour retarder l'affrontement. Hein. C'est sûr que si je retrouve un jour un mec dans mon couloir à 3h du matin, je pense qu'il aura sauté toutes les barrières. Hein. Donc après, on verra la situation en ce moment-là. Et encore même après, d'être le plus proportionnel possible avec des munitions adaptées à la situation. Hein, voilà, mais moi j'ai une philosophie sur la défense du domicile qui est propre à moi. Moi j'ai eu l'occasion d'aller sur des territoires de guerre. Et dans tous les cas, moi, si un jour je tire sur quelqu'un, je pourrais pas dire je savais pas faire, parce qu'on me dira, monsieur, vous avez été militaire pendant 17 ans, vous avez été sur des territoires de guerre et formé pour. Donc moi, là-dessus, le jour où j'ouvre le feu sur quelqu'un, faut que je sois sûr, toi. Hein. Je pourrais pas jouer l'ignorance ou la peur, parce que on dira c'est pas possible, toi. Donc c'est un sujet qui est super important, la défense du domicile. Voilà. Et je dirais, comme j'ai dit dans ma vidéo, la défense des biens, malgré tout, quoi qu'on en pense, ne justifie pas la mort de quelqu'un. Voilà. Ouais, bah ça, bien sûr. Ouais. Donc, pour recentrer plus spécifiquement sur la défense du pavillon et de toi, ton mode de vie, quel avantage et inconvénient tu vois justement par rapport à ce contexte-là?
par exemple, par rapport à d'autres lieux de vie comme l'appartement ou autre, sur le plan défensif, est-ce que tu vois Bah, c'est plus compliqué à défendre. Hein. Moi, t'as vu, j'ai 1000 mètres carrés de terrain. Il y a beaucoup, il y a assez de place autour de ma maison. T'as bien vu. Mm. Alors, c'est très difficile à défendre hein, par rapport à comment ça s'appelle un appartement. Je veux dire où t'as pratiquement qu'une porte à tenir. Donc, c'est pour ça que dans ma préparation, j'ai préparé aussi mon épouse hein, à la manipulation d'armes. Parce que comme je lui ai toujours dit, peut-être que ça sera elle un jour qui me défendra, quoi. Donc la défense, il faut penser à former aussi les gens qui peuvent l'être, bah, pour se faire protéger aussi. Mais voilà. Je sais pas si je me suis pas un peu écarté du thème, Ok. mais voilà. On a compris, t'as opté pour ton approche, ouais, c'est complet. T'as opté pour une politique de l'oignon de la défense, on va dire, pour justement rendre ta maison moins accessible que celle du voisin, pour que si quelqu'un veut faire du mal, il aille plutôt chez le voisin que chez toi. Voilà, moi je pense que le mec qui vient devant chez moi, lui, qui peut le confirmer, je pense qu'il va hésiter avant de venir escalader mon mur à 3 heures du matin. Je pense qu'il va hésiter. Ouais, une politique de dissuasion, quoi. Voilà, dissuasion et je te dis, barrière, télésurveillance. Je vais pas cacher que j'avais de la télésurveillance avec sur notre domicile. Ça évite déjà de pointer son nez dehors. Hein. Déjà, tu regardes l'écran avant. Oui. Et voilà, mais vraiment je travaille vraiment sur le préventif et la signalisation aussi, c'est important. Mais voilà, et c'est vrai que défendre une maison et un appart, c'est complètement différent. Okay. Quand on a une maison comme moi, par exemple, il vaut mieux avoir quelqu'un de formé avec soi pour tenir devant derrière, toi. Quand tu es tout seul, défendre une maison, c'est un peu compliqué, toi. Ouais, c'est plus complexe, quoi. C'est sûr. Ok. Et toi, Michel ? Eh bien, qu'est-ce que tu as prévu ? Je suis en chantier, cher ami, donc je travaille, je sécurise, je bétonne. Non, ouais, il y a deux choses, la défense du domicile, mais je suis un peu comme Pascal, je suis assez d'accord avec lui. Ça s'applique d'abord à l'extérieur, en fait. Voilà, parce qu'effectivement, une fois qu'on est dedans, c'est trop tard. Donc, la sécurisation, elle passe par d'abord, effectivement, le limite de la propriété, les clôtures, les haies défensives, un animal, un chien, effectivement, on a différents systèmes. Moi, ma configuration, je suis entouré de maisons, en fait. Je suis pas en lotissement, mais je suis au cœur de mon village, en fait. Donc, on a des maisons qui se regardent les unes les autres, donc ça veut dire qu'il y a un niveau de surveillance qui peut être partagé. Et c'est assez intéressant et ça me... J'aurais moins de mal à partir du moment où il y a un effet de groupe, effectivement, encore une fois, dans mon environnement proche, pour défendre. En fait, ça sera pas une défense de ma maison si vraiment il y avait un problème. Ça serait une défense un petit peu plus globale. Hein, on a des armes, effectivement, on a des munitions. On peut, bon, dans mon village, il y a quand même beaucoup de gens qui sont équipés au moins pour la chasse. Donc, si tu veux, il y a un effet qui fait qu'on pourrait effectivement s'organiser et organiser la sécurité du lot, des maisons, voire du village tout entier. Et à ce niveau-là, voilà, moi j'ai un petit problème. C'est un grand débat chez les survivalistes. Le fait de se balader effectivement à 3 heures du matin en slip avec un fusil à pompe dans ces couloirs. Moi, ça fait 35 ans que j'ai des armes. Ma première fiche de paye, elle m'a servi à acheter un fusil de chasse. Et je vais vous dire franchement, je vais peut-être choquer, mais j'ai jamais chargé sous mon lit. Jamais. Bon, c'est vrai qu'à une époque, quand j'étais plus jeune, on avait moins de problèmes. Mais ouais, c'est quand même, comme disait Pascal, c'est quand même un vaste sujet. Être capable de balancer un pruneau à 3 heures du matin dans le couloir, j'ai tout ce qu'il faut, mais franchement, je me pose la question. Et moi, j'aurais tendance, enfin, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui s'est fait homejacker, hein, donc effectivement, ça a été très dur. Je pense que ça l'est toujours pour eux, mais je sais pas si on a vraiment une solution à part effectivement se protéger de l'extérieur. Encore une fois, une alarme, peut-être un chien, etc. Bétonner un peu l'extérieur, mais c'est hyper délicat. Moi, pour l'avoir vécu, en avoir parlé avec des gens qui ont été homejackés avec des fusils,
franchement, c'est frustré. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, c'est trop tard, mais franchement, c'est compliqué quand même. Voilà. Donc j'aime bien l'idée effectivement qu'on puisse se défendre un petit peu en groupe aussi, parce que tout seul contre tous, c'est compliqué. Voilà. D'accord. Je n'ai pas répondu à la question, mais je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais voilà, ouais, faut faire attention quand même. Voilà. Ok, pas de souci. Vic, tu veux ajouter quelque chose peut-être? Sur la question de la défense du domicile, c'est vrai que bon, on l'a dit, hein, c'est vrai, effectivement un environnement ouvert, pavillon, tout ça, c'est un petit peu plus complexe effectivement. C'est vrai que ce qui va vraiment faire la différence, c'est ouais, la dissuasion et puis les précautions, quoi. Pas donner envie, pas donner voilà, pas faire de soi et de son domicile une cible. Et ça, typiquement, ça peut être le genre de choses. Par exemple, en ville, malgré qu'il y ait quand même beaucoup plus de prédateurs, je pense, on peut peut-être plus facilement se fondre dans la masse, jouer les différentes stratégies de l'homme gris, etc., et moins attirer l'attention sur son domicile et sur éventuellement sa bade urbaine. On parle toujours de l'homme gris, mais il y a la maison grise aussi, effectivement. La maison grise, ouais. Ouais. C'est- En plus, Ok. maison grise, ça fait un petit peu blocos, donc Pas de Non, il n'y commentaire. a pas Hein. des meurtrières. Il n'y a pas des meurtrières. château fort. Ok, donc on a fait le tour de aussi l'aspect défense. Ce que je vous propose en fait, c'est de voir les questions dans le chat. Qu'en dites-vous? Allez. Ouais, ça va être l'heure, effectivement. Ouais. Messieurs, dames du chat, apparemment surtout messieurs comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions pour nous quatre, hein, ou un invité en particulier. Et donc je vais lancer le petit jingle des questions maintenant. Voilà, petit jingle lancé. Donc Vic, peut-être que tu as vu quelques questions passées intéressantes. Pascal, Michel, qui a vu des questions passées intéressantes? À vous. Ah. Pour tout te dire, j'ai pas tout lu. Hein, donc... D'accord, pas de souci. Il n'y en a pas encore eu de posté pour l'instant. Il y a Argos qui nous dit la voiture grise aussi. Ah oui, Ça marche. ça marche Toujours un aussi. petit peu le même état d'esprit, hein, c'est vrai. Mm. Si je remonte un petit peu, peut-être la question de Ouais. Langevin par rapport justement au chien, on l'a un petit peu abordé. C'est vrai que Pascal, ça c'est un sujet que tu connais bien, je crois, le chien. Et son rôle. J'ai été maître chien militaire, donc j'ai les bases. Effectivement. Mais j'ai pas vu la question, et puis je pense que Langevin, il aime pas trop ma chaîne, moi. Alors je sais pas si je serais. Je sais pas si c'était pour toi en particulier. Il lançait juste le sujet du chien et de son intérêt. Ah non, mais avant, je pense je crois qu'il a dit qu'il aimait Allez pas vous trop faire ma chaîne. enculer, c'est pas ça la vie. Merci. Il me semble que c'est Langevin. Question J'ai suivante. rien contre. Ok. Mais non, mais j'ai pas vu de question. Pour les chiens, qu'est-ce que tu disais pour les chiens là? C'était en relation avec c'était en relation avec la Qu'est-ce défense. qu'ils ont les chiens? Ouais, Le justement chien, l'intérêt. ouais, des chiens. pardon. Le chien, moi, je suis déjà l'adepte du chien. Je pense que moi, je pourrais jamais vivre sans chien. Vous avez bien vu dans mes vidéos, j'en ai 3. Et je pense que même ma petite Fox Terrier de 17 ans, si elle entend une porte claquer dehors, elle aboie. Donc, c'est un très bon système d'alarme. Et c'est surtout très fidèle à l'homme. Donc, je suis partisan du chien pour la défense de la défense. Moi. D'accord. Donc plutôt un outil Un allié à de poids, ouais. Parfois, un bon chien peut apporter plus dans la vie et dans une situation de défense qu'une arme à feu lambda. Pense. Ouais, je pense. Ouais, que ça peut déjà, ça t'alerte. Hein. D'accord. Oui, c'est vrai que ça fait un système d'alarme sur pattes. Ouais. Ah bah ouais, c'est très. Enfin, moi, je vois avec mes propres chiens. S'il y a une portière qui claque devant ma maison dans la rue, je vais le voir. Donc, je sais qu'il y a un truc qui est dehors ou un problème dehors. Pour moi, c'est un de mes premiers systèmes d'alarme, c'est mes chiens. Ouais. D'accord. Ouais, très intéressant. Et en plus, socialement acceptable comme solution dans le sens où c'est qu'un chien, quoi. Donc, Oui. C'est commun, effectivement. Vas-y, Vic. Question très très intéressante, un cas concret vraiment, ça devrait nous inspirer. Opa, une question de Sylphur Stormur. Salut, je suis une étudiante de 16 ans. Je m'intéresse pas mal au survivalisme. Je sais pas trop comment commencer, surtout que je vis dans un milieu urbain et ma famille n'y connaît vraiment rien. Donc très intéressante. Ah, je vais l'apprendre, c'est le live.
la question, hein. Oui. Donc effectivement, une jeune et en ville, quelles stratégies peuvent être mises en place justement dans un premier temps pour essayer de, voilà, dans un premier temps, gagner en résilience et en préparation. Bah, En fait, moi, je pense que on l'a tous fait. T'as le chemin balisé du survivaliste, c'est-à-dire qu'il commence par préparer son EDC, qui prépare ensuite son sac d'évacuation et ainsi de suite. Chaque marche, il faut la faire parce que ça ouvre. On commence petit autour de soi et puis après on va agrandir le cercle et englober de plus en plus de problématiques. Il faut commencer par ça pour comprendre un petit peu comment ça marche. Est-ce qu'on va s'appliquer à soi-même dans une situation normale? Comment on va pouvoir l'appliquer à plusieurs personnes, etc., etc. Donc la démarche, il faut la faire dans l'ordre. C'est comme à l'école. Avant de faire des grandes rédactions, on apprend à lire et à écrire. Il faut commencer par là. Il faut se documenter. Effectivement, il y a beaucoup de vidéos. Moi, c'est mon objectif sur ma chaîne, c'est de partager mon expérience. Je suis pas expert en survie. Je partage ce que moi je fais. Et c'est sur cette base-là, c'est comme ça aussi que moi j'ai appris des choses sur YouTube. Donc il faut ouvrir son esprit. Il faut passer ces étapes. Et une fois qu'on a passé ces étapes, effectivement, on peut arriver après la balle, c'est la fin. Et voilà. Mais il y a toutes ces étapes à passer à mon avis. Voilà. Oui, Pascal, t'en penses quoi? Bah moi je dis qu'il faut qu'elle se marie avec des mecs comme nous, hein. Fatalement. Forcément. Mais non, je suis d'accord avec Michel, hein. Je pense qu'il y a un certain ordre, moi, dans l'apprentissage, le DC, le Bob, c'est la base, hein. Donc il faut qu'elle commence par la base, je pense. Oui. Après, et Alex, vous en pensez quoi? Ouais. Alex, comment devient-on survivaliste en 7 jours? Ah, Wow. ça, c'est sur mon site, mesdames et messieurs. Mais plus sérieusement, pour quelqu'un qui a 16 ans, déjà, je pense que survivaliste ou pas, si elle est intéressée pour commencer à moins subir son environnement, parce que c'est ça qu'on veut quand on commence, c'est le scorisme, parce que ça a une application directe, que ce soit dans la vie de tous les jours pour soi-même, et ça amène l'état d'esprit, la graine de la préparation, de la prévention, tu comprends? Ensuite, c'est tout ce qui est petit ordre en poche, EDC, mais sans tomber dans le tactical, collection, tout ça, vraiment le petit matériel qu'on a besoin au quotidien pour se faciliter et résoudre les petits problèmes récurrents de la vie. Et après, je dirais un cours de self-défense s'il fallait juste se cantonner aux 3 premières choses. Après, bien sûr, ça continue, mais voilà, je pense que à 16 ans, tu vois, t'es pas trop en mode stock et tout, de toute façon, t'as pas l'argent, mais t'as les premiers comportements avec le scorisme, la self-défense et l'habitude du petit ordre en poche qui amènera plus tard, quand t'auras un peu plus d'argent, le sac, etc., quand t'auras ta voiture, le kit voiture. Tu sais, ça va planter, je pense, les bonnes graines qui vont germer plus tard si t'accroches, tu vois. C'est l'évolution naturelle. C'est pour ça que je parlais de step by step, hein, parce que tu commences à faire ton EDC, tu commences à mettre effectivement des pansements, puis tu dis merde, mais finalement je sais pas les poser, je sais pas faire un garrot, etc. Donc l'acquisition des compétences, bien entendu, elle est évidente, mais chaque questionnement fait que tu arrives en te disant merde, j'ai une. Donc il faut que je compense cette lacune en me formant, en m'informant. Voilà. Donc la démarche, effectivement, un petit EDC, ça paraît un petit peu con comme réaction, mais en réalité, tu vas tu vas prendre connaissance de tes lacunes et après, si tu as la force et la volonté de l'appliquer, effectivement, la défense personnelle. En France, on peut pas avoir de couteau, c'est interdit. Donc effectivement, des cours de self-défense, etc., des formations au premier secours. Voilà, c'est la logique de ce que je disais tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce qui concerne la self-défense et le secourisme, et de commencer par ça, ça t'apprend à pas tomber directement dans le matérialisme de survie qui est au final inefficace. C'est-à-dire quand tu découvres un peu plus tard et que tu as de l'argent, la plupart du temps, tu commences par acheter tous les couteaux Bear Grylls et tu crois que tu es prêt, mais tu sais pas t'en servir au final, tu vois. Et de comprendre qu'en fait, il y a du matériel associé à une façon de l'utiliser et qu'au final, ça sert à rien d'avoir du matériel que tu sais pas utiliser. Et comprendre justement que c'est, comme tu dis, un développement parallèle. Les compétences, enfin, avoir le matos, oui, mais savoir s'en servir, c'est ce qu'il faut en même temps, et l'avoir sur soi. Voilà. Ouais, tout à fait. Voilà ce qu'on peut répondre, Vic, à la question. Et toi, Vic, t'as répondu ou pas?
Effectivement, dans un premier temps, j'aurais dit un petit peu la même chose. Effectivement, tout ce qui va être vraiment intéressant en cas de souci. Donc, ça peut être sur le plan matériel, donc effectivement le décès ou même différentes petites préparations quand même à la maison qui coûtent rien. Par exemple l'eau ou certaines stratégies alimentaires ou autres, éclairage, etc. Enfin, un petit peu ce qui est déjà conseillé par la Croix-Rouge, par exemple au domicile. Et effectivement, ouais, sinon sur le plan de la formation, secourisme et puis sécurité perso, donc self-défense, et puis également tout ce qui est stratégie un petit peu homme gris, enfin en l'occurrence femme grise. Oui. Un petit peu voilà toutes ces idées-là. Il y a plusieurs pistes à creuser et qui se feront naturellement. Ouais. Ok. Ouais. Bon bah nickel, on a fait le tour. Super. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Un petit message pour Pascal de la part de Lord qui fait une bise à Toupie. Ah, j'ai pas vu ce message là. Donc, je sais pas qui c'est. Donc une bise à Toupie. Comprendra qui Ok. pourra. Voilà, bah, je comprendra le qui ferai. pourra. Je lui ferai. Une question de Survivaliste Bushcrafter, salut à toi, qui nous demande donc dans la rupture de la normalité, ce qu'on pense des forces de l'ordre. Donc, ce qu'on peut penser des forces de l'ordre, justement dans un contexte de rupture de la normalité. Donc je pense que ça ouvre la voie à effectivement le comportement que pourraient avoir les forces étatiques face à l'événement. Je pense que ce qu'il veut nous faire dire, c'est Oui. force de l'ordre, ami ou ennemi? C'est Voilà, ça que c'est ça. on y est. Mais ça Avec pourrait faire une émission totale. C'est ça. Avec nous ou avec l'État. Ouais, alors bah, Ça c'est- mériterait une émission. Ouais. Ça mériterait une émission. ça mérite une émission, même tout court. Hein. Ouais. On va Ouais, le je pense noter, qu'il on faut- fera l'émission. Ouais. Ouais. Ils feront comme tout le monde, ils resteront chez eux et protégeront. Oui. Il y a une autre question aussi, mais pareil, ça mériterait une émission à part entière, une question de match win. Et pour les véhicules d'évacuation, que préconisez-vous? D'aller Pour les voir véhicules. les kangous de Vic et de Argos. Un Surtout- VAB, surtout- un VAB, ouais. un VAB avec une tourelle. Ouais. Ce sera Avec toujours une mieux. coax. Mais par contre, faut le permis quoi? Faut le permis Z pour ça. Je sais pas pour lequel, mais. Mais sinon, on Ah, arrive pareil, encore au temps imparti par rapport à cette émission. Si on arrive, Ouais. quelqu'un a quelque chose à ajouter, peut-être une erreur à corriger, une dédicace à passer. On peut plus, il y a une question intéressante là. Vas-y. Pourquoi de gloup gloup gloup? Question, pourquoi le survivalisme est un milieu très masculin, très masculin? Je me Ah, je l'ai trompe pas vu peut-être. celle-là. Ma compagne n'en a pas grand-chose à faire, par exemple, elle n'est pas anxieuse de nature. Alors, à partir du moment où on parle de Entre hommes, on se fringues, comprend. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé aussi pour voir. Hein. donc effectivement masculin parce que dès qu'on parle de flingues et de couteaux, bah, ça intéresse les garçons. Néanmoins, dans la survie, ça me paraît vraiment essentiel parce que les femmes sont souvent plus axées nature que nous. Et puis elles sont souvent aussi très axées soins, plantes médicinales, etc. Et ça vraiment, je trouve que Attends, mais c'est... je t'arrête tout de suite. Faut pas confondre genre et identité de genre. Oh, ça y est, ça commence. Oh, pitié. Non, moi c'est trop tard, c'est mort. Sinon, on va déjà mal partir. Vas-y, poursuis. Non, mais voilà, si vous l'idée, c'est qu'effectivement, un survivaliste tout seul, il va mourir. Donc on parle de clan, on parle de famille, mais effectivement, un couple, enfin, une femme, on n'en a pas les mêmes centres d'intérêt indiscutablement, donc encore que, mais on développe des compétences en parallèle, et c'est ça qui est bien, c'est un partenaire, c'est un binôme, hein, comme dirait Pascal. Donc chacun ses compétences, et chacun mène sa pierre à l'édifice, on n'a pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt, c'est normal, et tant mieux. Et voilà, donc ouais, moi je trouve que c'est dommage qu'il y a on voit quelques femmes, quelques chaînes qui émergent, mais très 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 peu. Et c'est un peu dommage. Moi, je suis pour qu'elles se manifestent et puis elles ont beaucoup de choses à nous apporter. Voilà. Oui, parce c'est qu'on vrai. oublie que c'est vrai que c'est très masculin, mais en cas de rupture de la normalité, tout le monde est concerné, y compris les femmes, y compris les enfants. Tout à fait, tout à fait. Et elles ont une vision globale de la famille aussi, je trouve. Voilà. Oui. Ok, C'est vrai. merci pour cette précision. Encore quelque chose ou bien on va se diriger vers la fin de cette émission nomade et Vic va nous bercer vers la fin. Vic va vous chanter une petite comptine pour aller dormir. Voilà. Avec ma harpe.
Euh, Bah, On a- effectivement, si on n'a pas d'autres questions ou si quelqu'un a rien de spécifique à rajouter sur l'ensemble de l'émission, Pascal ou Michel? Moi, j'aurais poussé un coup de gueule. Vas-y. Vas-y. oh putain, Ah Non, l'idée, c'est que je reprends un thème qui a été abordé lors de votre dernier feu de camp Oui. concernant la définition et le mot survivaliste. Alors, Ah oui. Là, ça va ouais, piquer. parce que quelqu'un qui a un flingue, des cartouches, qui stocke de la bouffe avec un potager, pour moi, c'est un survivaliste. Donc, Alex avait une réflexion pertinente en disant, est-ce que à force d'essayer de trouver d'autres noms, etc., on va se dévaloriser? Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis un survivaliste. J'explique ce que c'est, j'essaye d'impliquer beaucoup de monde autour de moi, mais il y a pas de honte à avoir. Chacun voit le problème à sa façon. Il y a des survivalistes qui veulent pas avoir d'armes. Pourquoi pas? Après, c'est leur problème. Mais on est tous survivalistes. C'est moi, je suis chasseur. Il y a des chasseurs, il y a 18 modes de chasse différents ou 20 modes de chasse différents en France. Mais je suis habillé en kaki, des fois en restaurant, j'ai un fusil à la main. Donc, je suis un chasseur. Voilà. Donc, je suis chasseur et survivaliste. Faut pas avoir honte de ça, je pense. Après, il y a des gens, si ça leur plaît pas, ben, c'est peut-être aussi qu'ils collent pas au concept. Mais, enfin, ouais, c'est une définition qui me va bien. Voilà. Je suis pas prêteur, effectivement, comme dirait notre ami, dans l'Ouest. Mais surréaliste, ouais, moi je trouve que la définition elle est claire, et puis il n'y a pas à chercher d'autre chose. Voilà. Donc mon coup de gueule c'est ça, c'est soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous pensez, et vous le faites pour votre famille et pour C'est les gens. absolument fantastique. Merci Voilà. Vol. Voilà. Bah, merci Michel pour t'as raison. C'est en plus si Ouais, tu rebondis pour sur ce les anciennes message, on a émissions, il le- y a pas de souci, c'est fait pour ça. Ça fait plaisir. On a le même point de vue en tout cas sur ça. Chacun on peut tous Voilà. accepter l'étiquette de survivaliste étant donné qu'on en aura chacun notre approche personnelle. Et puis voilà, c'est ce Tout qui à fait fait. la diversité du concept. Et la richesse. Voilà, l'enrichissement. Sur ces mots, on va faire un petit tour pour rappeler les chaînes de chacun. Pascal, si tu veux bien rappeler ta chaîne, ce que tu fais et comment on peut te trouver sur YouTube. Moi, ma chaîne qui s'appelle Breaking Normality, hein, rupture de la normalité en français, c'est une chaîne où je fais profiter je fais profiter les gens qui regardent mes vidéos de mes achats, de mes projets, de mes fabrications, un peu de tout dans l'avenir de la rupture de la normalité. Je dis rupture de la normalité et moi aussi je précise un truc, je dis rupture de la normalité plus souvent que survivaliste parce que dans ma carrière de militaire, j'ai vu beaucoup de ruptures de normalité et voilà, c'est pour ça que maintenant j'arrête de dire survivaliste, moi. J'ai pas honte de dire que ce mot, mais j'arrête de le dire. Voilà. Mais autrement, voilà, une chaîne qui parle un peu de tout et je fais partager mes expériences. Ok, super, merci. Michel, tu veux rappeler ta propre chaîne sur le live, mais c'est pour la rediffusion. C'est pour la rediffusion, voilà. Pour la C'est pour rediffusion. la présentation dans le replay, ouais. Voilà, alors survivaliste du Sud. Alors moi, c'est l'objet de ma chaîne, c'est de partager mon expérience. C'est ce que je fais moi en fait. Hein. Je me suis beaucoup inspiré des autres, Vol West évidemment, mais il y en a d'autres aussi hein, évidemment. Et donc à un moment donné, je me suis dit, bah, effectivement, pourquoi pas amener aussi un petit peu ma pierre à l'édifice en partageant ce que je fais. Je trouve ça super enrichissant. J'espère avoir sensibilisé au moins une ou deux personnes avec toutes les vidéos que j'ai fait. Plein, si ça serait super. Et puis voilà, plus il y aura de survivalistes dans France, et moins il y aura de problèmes, et moins il y aura besoin d'assistance de quoi que ce soit, parce que tout le monde saura quoi faire et comment le faire. Donc voilà, mon objectif c'est ça, c'est qu'on soit tous bien et que voilà, qu'on soit serein par rapport à tous ces problèmes qui un jour ou l'autre vont risquer de nous tomber sur le coin de la gueule malheureusement. Voilà. Ok. Donc voilà, vous avez ma chaîne, vous avez tout. D'accord. Vic, tu veux présenter ta chaîne un court instant, s'il te plaît?
Ouais, pareil, bah pour effectivement, vu qu'on est sur la chaîne de Michel, peut-être que certaines personnes nous connaissent pas, ni moi, ni toi. Moi, de mon côté, eh ben, écoutez, vidéo sur le survivalisme en général, de manière très très large, donc avec aussi bien des questions de préparation à la maison, milieu urbain, milieu rural un petit peu, tout ce qui est bushcraft, outdoor. Tout ce qui est également armes à feu avec une rubrique qui s'appelle la chronique armurière dans laquelle on parle armes à feu, tir et autres, mais toujours d'un point de vue survivaliste. Et en gros voilà, pas mal de rubriques pour que chacun trouve un petit peu ce qui peut l'aider et ce qui peut lui être utile de son côté. Voilà. Et toi Alex, qui es-tu? Que fais-tu? Ah bah, vous pourrez me retrouver sur le site alexrigvald.fr tout attaché. Et je parle de, tout comme vous, de survivalisme, mais ancré dans une échelle du quotidien et d'amélioration de sa vie, et non pas de passer en mode survie. Voilà, si je veux faire simple. Donc on rappellera l'intégralité des liens de chaque chaîne dans la description de la vidéo. Je te remercie Michel d'avoir accueilli cette émission Nomade ce soir. Eh ben, c'était avec plaisir, à charge de revanche, et puis avec plaisir de reparler avec vous de tous ces sujets les plus intéressants. Oui, je remercie aussi Pascal pour ta participation. Ouais, bah, merci à toi, merci à vous. Ça a été vraiment un plaisir de participer à ce live. Et puis je remercie Vic pour son aide et sa collaboration pour que ces émissions soient faisables. Voilà. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi Alex pour avoir géré sur le plan technique nos émissions comme chaque semaine. Et puis merci donc à nos deux invités pour l'émission de cette semaine très intéressante. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux cette semaine. Pareil. Je te laisse conclure, Vic. Tu me laisses conclure. Eh ben, écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Donc, normalement, la semaine prochaine, on rattaque comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre donc tous respectivement pour voir où se passera la prochaine. Et sur ce, bah, merci à tous d'avoir suivi le live de ce soir et à très bientôt. Salut à tous, bonne soirée. Ciao, restez aware. Restez aware. Salut.